Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère, comme d'habitude on commence par le Fear and Greed Index, sans surprise à 30, on passe dans la peur en perdant 19 points à 15 heures que j'enregistre. Le Social Index au max, les réseaux sont en ébullition avec la Russie qui aurait commencé les bombardements en Ukraine. Et on finit avec le Market Order Flow. Toujours dans le neutral, on sent bien que l'incertitude règne dans ce contexte géopolitique. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, primo, hier on a eu une chute relativement rapide en synchronisation avec le S&P 500 comme vous pouvez le voir ici et le Nasdaq. Donc les marchés, comme je vous avais déjà dit, étaient très corrélés les uns aux autres. Bien sûr, ça varie selon les jours, mais on est soumis à une période qui est très incertaine entre les guerres, donc les risques de guerre. Les marchés n'aiment pas l'incertitude, mais aussi la macroéconomie, ça veut dire les risques de augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale américaine à partir du mois prochain. Et ce n'est plus une surprise. Alors tous ceux qui pensent que c'est déjà pricé, bon, à mon avis, il faut d'abord voir la réaction. Ça sera pricé quand la direction ira vers le haut, malgré les mauvaises nouvelles. Pour l'instant, on est toujours dans ce range. On va considérer qu'il est cassé et qu'on est venu en dessous. Et clairement, le moral est en berne. Clairement, les gens ont plus ou moins baissé les bras. Alors le Bitcoin ici, le M-Top s'est formé, donc techniquement nous retournons dans une dynamique baissière, c'est-à-dire que l'objectif sera de faire des creux et des sommets descendants. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller casser le bottom des 32 000 $? Dans un premier temps, non. Ça veut dire que ici, si les 0,382 ne tiennent pas, rappelez-vous la règle, hein, si les 0,382 cèdent, le premier arrêt, il y a de grandes chances d'aller faire un tour dans la zone de rechargement. Okay, en revanche, si les 0,382 tiennent et que d'un coup le marché américain redéclenche au nord, etc., il y a de grandes chances que le mouvement qu'on soit en train de vivre puisse être un bear trap. Ça, c'est la règle du premier arrêt. Pour l'instant, est-ce que ce premier arrêt est cassé? Pour l'instant, non. On est en train de le travailler. Si les acheteurs ici n'arrivent pas à le tenir, prochain objectif, et ça on en avait parlé, retour sur la ligne de coût de la structure, donc 39 300 $, et également zone de rechargement entre 37 800 et 35 700 $. Comme vous avez pu vous en rendre compte, le marché a fortement craché en fin de soirée aujourd'hui, avec un Bitcoin qui est descendu en dessous de la barre des 41 000 $, perdant ainsi que 7% en quelques heures seulement. Mais que s'est-il passé? Eh bien, on peut sûrement expliquer en partie la chute du Bitcoin par le contexte géopolitique entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'attaque d'une maternelle. On a également le premier ministre d'un pays voisin qui a tweeté qu'il y aurait eu plusieurs attaques et que des personnes auraient relevé plus de 500 explosions autour de l'Ukraine. Ces nouvelles sont encore fraîches et à vérifier, je vous ferai un update demain. En tout cas, le contexte géopolitique de la Russie et l'Ukraine explique sûrement en partie ce crash qui a déstabilisé non seulement la crypto-monnaie mais surtout le marché traditionnel. Pour autant, à titre personnel, je ne pense pas que ce soit le moment de paniquer. Restez bien entendu sur vos positions, panic sell n'est jamais une bonne chose et la crypto-monnaie était dans un contexte plutôt positif ces derniers temps. Est-ce que ici ça peut être une bonne opportunité d'achat? Pour l'instant, les acheteurs ne se pointent pas, mais les stops ont été chassés et le moral est au plus bas. Donc si dans la journée les acheteurs se pointaient, à mon avis, il ne faudrait pas lutter contre un mouvement haussier. Au contraire, il faudrait l'accompagner. Ensuite, on passe sur un graphique long terme au niveau de Bitcoin. Là aussi, un graphique comme on les aime sur Twitter qui sont juste super. C'est un indicateur. Alors, je sais pas à quoi il est corrélé exactement, mais en gros, quand il passe en tache verte, c'est qu'on repart en tendance haussière. Quand il passe en tache rouge, tout simplement, c'est qu'on repart en tendance baissière. Attention vraiment à mitiger, à prendre avec de grosses pincettes ce genre d'indicateur, parce qu'on peut toujours avoir des contre-danses. Regardez par exemple ici, vous voyez qu'on a une petite tache rouge, alors que ça a duré seulement une semaine, puis après on dirait qu'on est parti sur une grosse tache verte. Là du coup c'est resté dans le vert. Ce qui est intéressant, c'est que du coup on a un cycle un peu qui se répète, vous voyez, avec une grande vague 1, une petite 2, une petite 3 au niveau de la hausse, une petite 4 au niveau de la baisse, et ensuite ça repart dans une grande vague 1, une petite 2 au niveau de la baisse, une petite 3 au niveau de la hausse, une petite 4 au niveau de la baisse, ça repart en 1, 2, 3, 4. Et du coup, là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a fait notre grande vague de hausse, la 1, la petite correction de 2, comme on le fait à chaque fois, la petite hausse de 3, comme on l'a fait à chaque fois, la petite baisse de 4, comme on l'a fait à chaque fois, en fait. Et du coup, là, logiquement, on devrait repartir dans un nouveau cycle, comme on l'a fait une fois, deux fois, trois fois dans le passé, en environ 4-5 ans, et repartir dans une vague de 1. Ether n'a pas fait de M-Top ici. Donc, hyper intéressant. Pareil, Ether maintient son premier arrêt.
Si jamais le Bitcoin se remet à monter pour X ou Y raison qu'Ethereum suit et qu'il fait en W, ça serait extrêmement bullish ici. Et ça pourrait même donner vie à l'épaule et d'épaule inversée. Maintenant, on n'oublie pas que le Bitcoin a fait un M-top, que le Bitcoin reste maître du marché. Si le marché américain tombe, et ça j'y reviendrai après, si le marché américain connaît une pression vendeuse et que du coup le Bitcoin suit, Ethereum suivra. Et donc Ether fera son tour son M-top et ça enclenchera des pressions vendeuses supplémentaires et il y aura un flux vendeur encore plus important sur les cryptos. Et donc on ira bel et bien chercher les zones qu'on a vues ensemble. En revanche, si c'est juste un énorme bear trap, le premier arrêt, il tient. Bitcoin, il réavale tout ça rapidement. Et à ce moment-là, Ether, il fait un W de continuation. Et là, vraiment, on serait dans une dynamique bullish pour Ethereum. Et ça serait vachement intéressant pour Ethereum. Je vais passer maintenant à 2 petites news que j'ai trouvées assez sympas, assez légères, sur en fait le salaire des développeurs dans la crypto-monnaie. Il y a un développeur qui a posté en fait ce qu'il reçoit sur LinkedIn comme offre et regardez, on est sur un smart contract engineer, donc un développeur de smart contract, et on propose jusqu'à 400 000 $ par an avec en plus du bonus plus des tokens. Tout ça en plus quelque chose qui peut être fait à distance, en télétravail, donc peu importe où vous êtes, si vous avez les compétences, vous pouvez travailler sur ça. Donc là par contre il faut bien sûr être expérimenté, c'est pas pour les nouveaux développeurs qui débarquent, qui connaissent rien, mais si vous avez montré que vous avez de l'expérience, vous pouvez toucher énormément d'argent en étant développeur de smart contract. C'est principalement Solidity qui est le plus utilisé, et il y a même un autre développeur, Mudit Gupta, qui a répondu que lui ce qu'il voit c'est même des salaires à 7 chiffres, donc en millions de dollars pour les seniors développeurs, donc pour les développeurs seniors. Très intéressant là, on a la trend au niveau des NFT. Vous voyez, trends donc par rapport aux NFT, donc ça veut dire la tendance des NFT. Et ce qui est intéressant, ce qui met du coup le market cap, le volume et les holders. Le plus intéressant c'est les volumes, et voir qu'on a une explosion des volumes vers fin janvier, début février, et là du coup ça fait que descendre. Et du coup ça permet de savoir dans quelle tendance par rapport aux NFT on est. Donc malgré toutes les news baissières qu'on a, enfin le conflit, la potentielle hausse des taux, les retraits de liquidités, etc., si jamais le S&P 500 arrive à faire du W ici, c'est un message fort. C'est que malgré toutes les news bearish, la technique est bullish et donc allons plus haut. C'est ça en gros le message qui est passé. La semaine prochaine, Biden annonce qu'il va faire un ordre d'exécutif pour réguler les cryptos et réfléchir aux crypto-monnaies de banque centrale. Je sais pas, c'est soi-disant pour protéger le consommateur, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Comme je vous disais, jusqu'à maintenant, ça se passait bien. On n'avait pas de mauvaises nouvelles sur les cryptos. On était juste dans une zone de turbulence. Après un gros dégueulis, on était tombé relativement... on est tombé techniquement. Voilà, il y avait beaucoup d'acheteurs. On est rentré dans une petite tendance baissière. Maintenant, si en plus de ça, on se prend des coups de massue avec un narratif régulation, bah là il va falloir être très attentif à ce que fait le prix. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu comme le Bitcoin en avril 2019 où il y a eu Tether attaqué en justice, du coup Bitfinex également il me semble, et le hack de Binance, et ça n'a pas empêché au Bitcoin. Donc le Bitcoin coûtait 5000, il venait de faire son W weekly. Le Bitcoin coûtait 5000 $, il y a eu en même temps et le hack de Binance et Bitfinex attaqué en justice, et quelques semaines plus tard Yobik s'est fait hacker, il me semble, Bitcoin, enfin je sais plus, en exchange asiatique. Et ça n'a pas empêché le Bitcoin de passer de 5000 à 14 000 $, enfin 13 800. Et donc ça, clairement, c'est quand vous avez des news négatives et que le prix continue de monter, c'est qu'il y a des mecs qui ont la main sur ce marché qui veulent le faire monter, que la direction est haussière. Pareil, quand il y a un marché qui chute et qu'il y a des news bullish et que malgré les news bullish ça continue de chuter, bah c'est que le marché est vraiment bear et qu'il y a des mecs qui ont la main sur ce marché qui veulent le faire chuter et que l'intérêt c'est le sud, c'est tout. Le Sénat américain qui se penche sur les risques liés à l'adoption du Bitcoin au Salvador. Ils cassent un peu les couilles les États-Unis par rapport au Salvador. En fait, ils disent que voilà, au niveau de la FMI, etc., que c'est pas bien qu'ils utilisent Bitcoin parce que le dollar c'est mieux pour ci, pour ça, alors que forcément c'est plutôt l'inverse en fait. Mais vu que les États-Unis ils ont une forte puissance grâce à leur monnaie au dollar, en fait, pourquoi c'est la première puissance économique les États-Unis? Parce qu'en fait ils ont le dollar, et le dollar, vu que c'est la monnaie la plus utilisée dans le monde, forcément ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Et donc ça c'est trop bien pour eux en fait, au niveau de l'impression monétaire, en fait, qu'ils peuvent imprimer et puis après ils peuvent payer leurs dettes en dollars, et vu que c'est en propre monnaie, bah ça dérange pas trop, et ça c'est un gros avantage pour eux. Mais par contre pour les autres pays, voilà, c'est pas forcément avantageux. Et du coup le fait que Salvador il commence à utiliser le Bitcoin, bah les États-Unis ça les arrange pas parce qu'ils préfèrent qu'ils utilisent le dollar, et ils ont peur que d'autres pays ensuite suivent et fassent la même chose et que tout le monde se décorrèle petit à petit, enfin se détache du dollar. Donc c'est pour ça qu'ils mettent en garde le Salvador, etc. Mais ce qui est intéressant avec le Salvador et avec surtout leur président Nayib Bukele, c'est que lui il met des tweets, il est en mode rien à foutre des États-Unis.
Et je voulais vous parler de Universal. Universal, donc la maison de disques qui est en train de se lancer dans les NFT pour permettre aux artistes de ce label de pouvoir lancer des projets NFT. C'est assez intéressant parce que jusqu'à maintenant, on voyait plus les NFT comme un moyen pour des artistes indépendants de pouvoir se connecter directement avec leur public et de lever des fonds. Et on est en train de voir que les maisons de disques voient plus les NFT comme un moyen supplémentaire de générer de l'argent sur les artistes. Donc je pense que ça va se développer, il y a beaucoup de potentiel, les fans sont prêts à acheter un certain nombre de choses, on le voit quand on est dans des concerts ou dans autre chose, il y a toujours des t-shirts, des posters qui sont en vente à la fin du concert, et ben là il y aura des NFT qui seront en vente, pas forcément à la sortie du concert, mais sur le site internet du concert, ou après avoir resté à un concert, on vous proposera d'acheter un NFT qui est en lien avec l'artiste, donc ça aussi je pense que ça va permettre de développer davantage les NFT. Et là, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est qu'on est entre deux eaux, que ça soit sur les marchés tradis ou sur le BTC. Et là, sur le marché tradis, on le voit comment? C'est que donc là, on est donc dans une tendance baissière. On a eu un beau rebond. Et en fait, on a fait un gros M, comme ceci. Mais, je dis bien mais, parce que là, rien n'est validé. Ce qu'on pourrait voir, c'est aussi un M, mais dans juste, on va dire, après ce M, un gros W. Alors, vous allez me dire, oui, mais Alan, rien n'est validé, etc. Bon, oui, rien n'est validé, mais c'est de la simple spéculation. Là, de suite maintenant, moi, je vois rien. Par contre, si on revient faire des plus hauts, casser ces niveaux-là, là, à ce moment-là, je vais voir un gros W daily qui sera hyper puissant, et là, on repartira to the moon, comme on aime bien le dire en crypto. On passe maintenant à la statistique du jour avec 4% des baleines qui seraient des criminels et qui contrôleraient près de 25 milliards de dollars de crypto-monnaies. C'est en tout cas ce qu'une récente étude de Chain Analysis a montré. Il y aurait plus de 4068 baleines criminelles. Par baleine criminelle, Chain Analysis désigne tout simplement des baleines qui détiennent plus d'1 million de dollars de crypto-monnaies dont 10% des fonds reçus seraient illicites et notamment liés à des escroqueries, des fraudes ou encore des logiciels malveillants. Alors que la crypto-monnaie a connu une forte progression en 2021, ça a également été le nouveau terrain de jeu de différentes arnaques et hacks en tout genre. C'est comme ça qu'on a connu une augmentation de plus de 79% des vols en crypto-monnaie. Et la plus grosse part revient bien entendu à l'escroquerie avec plus de 7,8 milliards de dollars, notamment les différentes arnaques qu'on retrouve sur la finance décentralisée. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.